Bonjour. Bonjour à tous ceux Nona qui se connectent. Carnaligan de Alliance Forêt-Bois. Bonjour. Bonjour. Simon ou Annabelle, vous avez la possibilité d'autoriser les gens dans la salle d'attente? Moi. Non. Non, j'ai pas l'impression. Bon, ok, je continue à le faire, puis on va débuter. Donc bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Je pense qu'on va débuter cette séquence, ce webinaire sur le label Bas Carbone. Donc, je présente Michael Cueil, CCI Nouvelle-Aquitaine, en charge des programmes de développement durable. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire. Je vais désactiver les micros pour plus de confort. Donc, aujourd'hui, nous vous accueillons sur cette séquence pour parler du label Bas Carbone. Donc, avec moi, comme partenaire, nous aurons l'association Aquitaine Carbone, le CNPF, la Chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, puis des intervenants aussi qui vont vous illustrer ce qu'est le label Bas Carbone. Alors, je m'excuse, en même temps, j'autorise certains d'entre vous à rentrer, qui arrivent un petit peu en retard. J'essaye de faire les deux en même temps. Donc, en termes de présentation, donc vous allez avoir vos micros coupés pendant la présentation, mais vous inquiétez pas, vous pourrez poser vos questions à la fois sur le chat qui est sur votre droite et puis lors d'une séquence d'échange où on ouvrira tout cela. Je finis de rentrer. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la droite. En termes de programme, je pense, le programme, vous l'avez affiché ici. Donc, nous aurons un exposé sur le label Bas Carbone en action dans notre région. Donc, ce sera Simon Martel, ingénieur forestier au CNPF, qui va vous présenter son fonctionnement, le label, ce que c'est. Avec lui, Audeline Jacob, chargée de mission Aquitaine
l'association Aquitaine Carbone vous présentera l'utilisation du projet Carbolis, le projet Carbolis. On aura des exemples de partenariats dans un deuxième temps avec un tour d'horizon sur des projets carbone forestiers. Ce sera Lucie Legona, chargée de mission label carbone, qui vous présentera ça. Et puis un témoignage d'Ethic Drink, donc je le remercie déjà d'avance, Michael Alborghetti, le fondateur et gérant d'Ethic Drinks, vous me corrigerez sur l'appellation, pour vous illustrer tout ça. Et puis également un témoignage d'un agriculteur, Iban Pépé, agriculteur laitier dans le 64, qui nous présentera aussi son projet et la façon dont il a été mené avec ma collègue Annabelle Galitre, chargée de mission énergie forêt à la Chambre régionale d'agriculture. Je finis de faire rentrer les derniers arrivants et on va lancer le premier sujet sur qu'est-ce que le label Black Carbone. Donc Simon du CNPF, je vous laisse présenter et dérouler ce premier support. Merci à tous. Merci Mickaël et bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter le label bas carbone. Avant d'évoquer le label, un petit mot sur le CNPF, donc le Centre national de la propriété forestière. C'est l'établissement public en charge du développement de la gestion durable des forêts privées, sachant que 75% des forêts en France sont privées. Et si on parle de la région Nouvelle-Aquitaine, les chiffres sont encore plus élevés. 90% des forêts en Nouvelle-Aquitaine sont privées. Voilà pour le CNPF, donc l'établissement national, et vous entendrez parler du CRPF, qui est l'entité régionale du CNPF. Mickaël, vous pouvez passer. Voilà. Donc, avant vraiment d'entrer dans le vif du sujet et de parler du label, un petit rappel. On a considéré que vous connaissiez la compensation carbone. Néanmoins, un petit rappel, cette compensation carbone s'inscrit dans la démarche, dans la séquence mesurer, réduire, compenser, c'est-à-dire que la première étape avant d'envisager quoi que ce soit, c'est d'abord de mesurer ces émissions de gaz à effet de serre par un bilan carbone classiquement. Ensuite, évidemment, l'immense priorité est à mettre sur la réduction des émissions au maximum. Et puis, certaines entités, entreprises, collectivités ou même particuliers souhaitent aller au-delà en contribuant à un projet carbone qui, lui, va réduire des émissions par ailleurs ou séquestrer du carbone par ailleurs. Et donc, c'est ça, la compensation carbone. On parle de plus en plus de contribution carbone et qui est une démarche totalement volontaire. C'est donc totalement à dissocier du marché du carbone réglementaire dont vous entendez peut-être parler. On parle beaucoup de l'augmentation des prix du carbone sur le marché réglementaire. C'est quelque chose de totalement dissocié. Alors, le label bas carbone, sur la slide suivante, il existe depuis 3 ans. Le CNPF a participé à son élaboration avec bien d'autres acteurs. Le label bas carbone, il est porté par le ministère de la Transition écologique qui apporte en fait une garantie de qualité sur des projets. La boîte à outils du label bas carbone, vous la voyez ici à gauche, ce sont les méthodes. Une méthode, c'est un document dans lequel on décrit en fait un levier d'action pour réduire des émissions ou séquestrer du carbone, dans lequel on décrit comment on va comptabiliser le carbone, dans lequel on décrit tous les critères d'éligibilité d'un projet. Et la particularité dans le label bas carbone, c'est que les méthodes ne sont pas imposées par l'autorité, par l'État, elles sont proposées par tout à chacun. Les acteurs peuvent proposer une méthode qui doit ensuite être approuvée par le ministère qui s'entoure d'experts sectoriels. Donc on y reviendra après sur les méthodes qui ont déjà été approuvées. Ensuite, les acteurs peuvent proposer des projets donc qui doivent être conformes à une méthode
Et les acteurs territoriaux vont demander à faire labelliser un projet. Alors jusqu'à aujourd'hui, c'était par le ministère, et dès à présent, ce sont les DREAL qui peuvent labelliser un projet label bas carbone. Aujourd'hui, un petit état des lieux, il y a 168 projets qui sont labellisés label bas carbone en France actuellement. Et puis le projet suit son cours, et à un moment donné, on va aller vérifier que le projet a bien généré des réductions d'émissions ou des séquestrations de carbone. Et là, on est à la phase de reconnaissance des émissions qui permet en fait de générer ce qu'on peut appeler des crédits carbone. Et donc, encore pour vous donner un peu un chiffre d'état des lieux, hein, aujourd'hui, alors là, je ne parle pas de la phase de réduction, je parle plutôt là de la phase Simon a une coupure. C'est général. Oui, j'ai plus de son oui. non plus. Ouais. Peut-être attendre qu'il se reconnecte. C'est bon. Oui, Simon est figé, en effet, chez nous aussi. On va essayer de le relancer. Peut-être Lucie, vous pouvez lui passer un petit coup de fil? Oui, je vais l'appeler. Bien. Il doit se reconnecter, je pense. Donc, oui, j'avais vu une question. On vous fournira évidemment tous les supports, ce support, à l'issue de la réunion. Pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, donc nous invitons à remplir vos questions dans le chat et nous y répondrons à la fin de la présentation. Il y aura un moment d'échange dédié lors de ce séminaire, donc je vous invite à poser vos questions dans le chat et nous les reprendrons à l'issue de la présentation. Merci. Ah, Simon essaye de se reconnecter, mais ça ne marche plus. Je vais lui renvoyer un message. Ça y est, ça. Non, Simon réessaye, mais il n'y arrive pas. Lucie ou Adeline, vous pouvez reprendre un peu, ou sinon on passe finalement à votre présentation, si on n'aura pas tout le label bas carbone. Lucie, je veux bien commencer un petit peu. Si tu veux, tu me complètes. On essaye de faire ça au pied levé. Ouais, ok, on fait ça. Donc, vous avez eu le temps, j'espère, du coup, de regarder le schéma. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le label bas carbone, il a une philosophie particulière. Donc, c'est un label projet. Il labellise d'abord, avant tout, des réductions d'émissions. C'est-à-dire la différence entre un scénario de référence et un scénario projet. C'est ce qu'on appelle les réductions d'émissions ou la séquestration additionnelle. C'est un outil qui permet de parler de la compensation volontaire avec des critères qui sont robustes, additionnalité, transparent, gestion des risques.
et qui permet de répondre aux objectifs climatiques de l'État, enfin nationaux, avec comme objectif de permettre de faire modèle en quelque sorte, de montrer des possibilités de nouvelles actions pour se rapprocher au maximum de la neutralité carbone. Ce n'est pas un label qui labellise une entreprise ou un produit, et c'est pas aussi un marché du carbone dans le sens où les émissions ne sont pas échangeables. Voilà, c'est vraiment un outil qui permet de flécher des financements vers des projets qui respectent des critères. Slide suivante. Excusez-moi, tout le monde voit bien l'affichage. Je pense qu'il y a Jean-Baptiste qui ne voit pas les slides, mais je pense que c'est un problème chez vous. Lucie, Oui, je veux bien que tu prennes le relais sur les 3 méthodes forestières, s'il te plaît. Ah, je crois qu'il y a une diapo après sur les méthodes forestières. Ok, bon. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ben, alors si on revient avant, donc il y a 11 méthodes, donc 3 méthodes forestières qui vont être présentées en suivant, 6 méthodes agricoles, et vous allez avoir un exemple tout à l'heure avec le témoignage d'un agriculteur, et 2 méthodes, ils sont assez nouvelles, où il y a encore, à ma connaissance, pas encore de projet, qui débute tout juste, une méthode de bâtiment avec de la rénovation, et transport avec des tiers-lieux pour aider les travailleurs pour réduire le transport routier. Voilà. Slide suivante, et du coup, Lucie, je te laisse. Bon, alors, concernant les méthodes donc, forestières, donc c'est le CNPF qui a développé ces méthodes. Donc, trois méthodes. La méthode boisement, donc c'est du boisement de terres agricoles abandonnées, de friches ou de parcelles en cours d'embroussaillement. Donc, la méthode est de constituer un stock biomasse qui va évoluer dans le temps. Et il y aura aussi un stock sol qui va augmenter par rapport au scénario de référence qui est la terre agricole. Donc, ça, c'est la méthode, on va dire, la plus connue. Ensuite, la méthode reconstitution de peuplements forestiers dégradés. Donc là, on part sur des peuplements qui ont été détruits totalement ou en partie par une tempête, un incendie, des dépérissements intenses. Ça peut être attaque de scolytes, etc. Donc là, on reconstitue un stock biomasse qui a été détruit. Et puis la dernière méthode, la moins connue, qui est la méthode conversion de taillis en futaie sur souche. Donc là, on part d'un peuplement sur pied initial, qui est le taillis, que l'on va convertir en futaie. Donc on va faire une opération de balivage. Et donc on augmente à la fois le stock dans la biomasse, dans l'arbre, et on augmente aussi le stock via les produits bois. Donc, les gains carbone pour chaque méthode sont évalués sur 30 ans. Mais pour chaque projet, le stock va être déterminé à l'année où on monte le projet. C'est juste le calcul qui est sur 30 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a une slide? Non, c'est fini. Simon est revenu, je crois. Oui, j'ai réussi à me reconnecter à l'instant. Merci Lucie de m'avoir remplacé au pied levé, et désolé pour ces problèmes. Et Odeline aussi. Et Odeline, oui. Mais s'il y a besoin de compléter, Simon, c'est encore possible avant qu'on passe à Odeline. Et n'oubliez pas d'ouvrir votre caméra, Odeline ou Lucie. Ah oui, pardon. Oui, bien vu. Juste, j'ai vu passer une question par rapport à l'enregistrement Est-ce que ça sera revisible en replay, en fait, Oui, complètement. D'accord, ok. Tous ceux qui se sont inscrits auront le replay et les supports. Ok, parfait, merci. Alors, du coup, donc moi je suis Odeline Jacob, je travaille pour l'association Aquitaine Carbone. On peut passer, et donc je vais vous présenter un exemple de coopération entre les acteurs de la filière forêt-bois, et qui a pour objectif de développer sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine des projets carbone forestiers. Voilà, pour rester sur la slide précédente. L'association a été créée en 2011 grâce au financement de la région Aquitaine et à l'impulsion de la filière forêt-bois, et vous avez sous les yeux ici ses adhérents. Elle a pour objectif de proposer des solutions pour valoriser et développer le carbone forestier. On peut passer à la slide suivante.
L'association travaille en particulier avec le CRPF Nouvelle-Aquitaine et la coopérative carbone de La Rochelle dans le cadre d'un projet, d'un partenariat particulier qu'on a appelé Carbopolis. Et ce projet a pour objectif et pour idée de mettre en commun les compétences de nos 3 structures afin de faire émerger sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine des projets forestiers dans le cadre du label. Cette mise en commun forestier, pardon. Cette mise en commun nous permet de faire des économies d'échelle et de gagner en efficacité. Et donc, l'idée, c'est que chaque partenaire travaille dans son domaine d'expertise. Donc, le CNPF a plutôt travaille sur le côté recherche. Odeline, le micro est coupé. Là, c'est bon? Oui. Ok, merci. Je ne sais pas pourquoi il s'est coupé. Oui. Donc, je disais, ouais, l'association identifie les contributeurs, accompagne les projets, communique auprès des acteurs et la coopérative nous propose un outil que vous allez voir un petit peu après, donc pour agréger les projets, pouvoir finalement faire des contrats, faire un suivi numérique des projets et surtout aussi l'instruction auprès de l'autorité, donc l'EDREAL maintenant, puisque c'est la coopérative carbone qui est mandataire. On peut passer à la slide suivante. Alors, ici, vous avez sous les yeux une représentation du déroulé générique d'un projet. En fait, parce que notre objectif, c'est de proposer aux financeurs, donc qui sont les entreprises, les collectivités, les particuliers, des projets de qualité ayant un impact positif sur le territoire en termes de séquestration carbone, d'augmentation de la qualité des bois et de protection de la biodiversité et de la ressource en eau. Donc sur cette frise, vous voyez le déroulé typique de projet. Donc on a 2 grands types de projets, donc des projets qui sont déjà dans le catalogue des projets. Donc on va voir un petit peu après, donc ce catalogue qui est sur le site de la coopérative carbone, et des projets qu'on peut monter sur mesure, donc en partenariat étroit avec le CRPF. L'idée, pour ces projets-là, c'est vraiment de faire de la co-construction, c'est-à-dire de définir ensemble les souhaits des financeurs en fonction du budget, de l'objectif carbone, de la localisation, donc pour pouvoir finalement avoir un projet qui se construit ensemble. La contrepartie d'avoir ce type de projet, c'est que ça prend un petit peu plus de temps, puisque il faut d'abord pouvoir que ce projet soit reconnu par l'autorité, donc qu'il soit labellisé, et c'est seulement après qu'il peut être mis en place. Alors que dans les projets qui sont déjà dans notre catalogue, on peut lancer finalement les travaux extrêmement rapidement. Voilà. Ensuite, ici, vous avez une copie d'écran du site de la coopérative qui héberge une plateforme qui recueille des projets en Nouvelle-Aquitaine, projets de réduction et de séquestration de GES. Et ici, c'est nos 4 projets forestiers, nos 4 premiers projets forestiers, donc qui sont des projets adaptés au territoire et au contexte local. Les projets sont construits pour avoir un impact positif sur les acteurs du territoire, tout en étant bien sûr très robustes sur le plan du carbone et du respect de l'environnement. Slide suivante, qui sera ma dernière slide. Vous avez un peu plus précisément le projet de Saint-Martin-le-Pin en Dordogne. Donc, ci-dessous, toutes les informations sur ce projet. Et ce qui est intéressant avec cet outil, par exemple, de la coopérative, c'est qu'il est possible de financer déjà une fraction de ce projet directement en ligne. Donc ça c'est intéressant, et donc voilà, donc vous avez un exemple, et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations sur ces types de projets. Voilà, et donc je passe la parole à Lucie qui va vous donner des exemples concrets de projets déjà faits, parce que là c'est des projets pour le futur, ce que je vous ai présenté. Merci. Bon, je prends la suite. Donc, bonjour, voilà, bonjour tout le monde. Donc, Lucie Le Gagnois, donc je travaille au CNPF. Je vais vous montrer un tour d'horizon des projets forestiers label bas carbone du CNPF en Nouvelle-Aquitaine pour vous montrer la diversité de nos projets. Donc, avant de rentrer dans le détail de
certains projets. Je voulais vous montrer des données générales de nos 21 projets qui sont soit en labellisés, donc ce sont les projets en couleur qui sont sur la carte, soit en cours de labellisation, donc en gris. Les petits symboles étoiles, c'est les projets que je vais vous présenter juste après. Donc, en termes de données générales de ces 21 projets, on voit qu'il y a une grande variation, que ce soit en termes de surface, de tonnage ou de coût de revient pour le financeur. Donc, concernant le tonnage, il est forcément lié à la surface. Plus le projet est grand, plus le tonnage associé du projet va être important. Mais il peut être aussi lié au choix des essences. Certaines essences forestières vont séquestrer plus rapidement du carbone que d'autres, comme notamment les résineux ou le peuplier. Et concernant le coût de revient pour le financeur, donc il est en grande partie lié au coût des travaux forestiers derrière et qui peuvent varier selon plusieurs facteurs. Ça peut être la taille du projet, sa localisation, son accessibilité, parce qu'on est dans une zone en pente, dans une zone difficile donc d'accès, le choix des essences, est-ce qu'il y a besoin de protection de ces plans. Voilà, maintenant je vais vous montrer des exemples concrets de projets. Donc, d'abord en Gironde, slide suivante. Voilà. Donc, chaque projet va être présenté de cette façon-là. Vous avez le financeur en haut, la localisation des projets, le type de projet, label bas carbone, la date de la labellisation et puis la date de la plantation si elle a démarré, la surface totale du projet, le tonnage total, le nombre de propriétaires concernés et ensuite le nombre d'essences avec la liste des essences et les co-bénéfices. Donc, les co-bénéfices, ce sont en fait des bénéfices qui ne sont pas mesurables comme le carbone, mais qui sont tout autant valorisés dans le label bas carbone et qui permettent d'appréhender un peu les enjeux des projets vis-à-vis de l'eau, de la biodiversité, du sol, etc. Donc, ici en Gironde, on voit qu'on a 3 projets, donc boisement et puis reboisement de tailles de chêne dépérissant. Donc, ces projets sont localisés en Nord Gironde ou en Sud Gironde, plutôt dans des massifs forestiers à dominance pin maritime. Mais on voit qu'il a été choisi, après diagnostic des terrains, de planter des essences diversifiées. On a des feuillus, chêne Cécile, chêne rouge, robinier, et on a différents résineux, Pentheda, Pin-Laricio, etc. Et en co-bénéfice, donc il a été fait appel à des entrepreneurs de travaux forestiers locaux. Donc là, vous avez une photo d'un planteur qui plante manuellement les plants feuillus et qui aussi protège manuellement les plants par des gaines, voilà, que l'on voit sur la photo de droite lorsque les travaux sont terminés. Donc voilà, il faut savoir que les travaux forestiers donc, sont soit manuels ou soit mécaniques lors des préparations de terrain ou des entretiens ensuite de la plantation pour assurer la survie des plants. Donc ce sont des projets qui ont peu d'impact en fait, environnementaux et d'autant plus dans des projets label bas carbone. Donc après un autre projet, donc slide suivante, qui se situe donc en Poitou-Charentes, dans la Vienne. Donc là, on est dans un contexte totalement différent, dans une zone très agricole. C'est un seul projet, donc un seul bloc, qui a été labellisé là très, très récemment. Donc, vous voyez, c'est une prairie. Il a été choisi de planter essentiellement des essences feuillues, mélange chêne, charme, alisier, avec un petit îlot de pin maritime. Et donc là, par exemple, comme co-bénéfice, on a le maintien d'un îlot boisé qui se situe au centre de la prairie et qui ne sera pas coupé, mais qui sera maintenu pour la biodiversité. Ensuite, autre exemple, un projet cette fois dans le Limousin, non, dans les Pyrénées-Atlantiques. Est-ce que la slide passe? Voilà. Dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc là, ce sont 2 projets, boisement et reboisement. Donc ça, je voulais vous montrer parce que voilà, les projets de reboisement sont vraiment liés au contexte du territoire. Donc vous avez une photo à gauche qui montre une parcelle dégradée. Donc il y a une dégâts tempête avec une recolonisation naturelle du châtaignier. Et sauf que c'est une essence qui est en train de dépérir là, sur le territoire, qui n'est plus adaptée, en tout cas dans notre région, au changement climatique et qui, du coup, est dépérie et a besoin de reconstituer, de reboiser ces parcelles. Et la photo du milieu, on voit un arbre qui a été brûlé. Donc là, la parcelle, en fait, a été détruite suite à des débordements de l'écobuage. Donc là, c'est vraiment spécifique en Pyrénées. Donc l'écobuage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la pratique traditionnelle de débroussaillage des parcelles agricoles par le feu
Et si c'est mal contrôlé, il peut y avoir des débordements et là, ça a brûlé la parcelle voisine. Donc, on a des spécificités bien très locales. Et comme co-bénéfice, on peut aussi voir ici un appel à des entrepreneurs une entreprise de réinsertion professionnelle qui a réalisé la plantation. Et on a aussi une création de répicile. Donc, on a replanté des bordures de cours d'eau avec des zones glutineux. Et puis, donc, un autre exemple de projet, là, je vous parlais du balivage, de la conversion de taillis en futaie. Voilà, donc dans le Limousin, cette fois, pour faire le tour de la région Nouvelle-Aquitaine, en Haute-Vienne. Donc, vous avez la photo à gauche du taillis, donc avant travaux. Donc, un taillis, c'est plusieurs tiges sur une même souche. Ce sont des tiges qui rejettent d'une même souche. L'opération de balivage, c'est d'abord de sélectionner les brins les mieux conformés, les plus droits, ceux qui auront de l'avenir, et de récolter les tiges qui gênent son développement. Donc, on voit sur la photo du milieu que ces tiges récoltées vont permettre de faire des piquets. Et puis, vous avez la photo de droite, 1 à 2 ans plus tard, le peuplement qui a déjà pu pousser et se développer en diamètre. Lucie, Oui. une petite accélération en termes de temps. J'ai bientôt fini. Du coup, juste avant de passer sur la diapositive pour vous présenter le projet financé par Ethic Dreams, on voulait vous inviter à une visite terrain. Voilà. Donc, notez dans vos agendas si vous êtes intéressé pour venir voir sur le terrain un projet. Donc, ça sera le vendredi 20 mai, l'après-midi, à Donnezac, en Nord-Gironde. Donc, on vous enverra un mail prochainement avec toutes les informations. Et donc, dernière diapo, avant de passer au témoignage d'Ethic Drinks. Donc, en fait, Ethic Drinks a contacté le CNPF pour identifier un projet pour compenser leur émission de CO2 sur l'année 2020. Donc, on a fait avec eux un projet à la carte. On a co-construit ce projet-là. Donc, vous voyez, c'est un projet clocher de Libourne. C'est des boisements de prairies. Et donc là, il a été choisi de planter du robinier. Donc, c'est une essence qui fait écho en fait à leur activité de commerce de vin, puisque c'est une essence qui, lors des premières éclaircies, vont permettre de faire des piquets de vigne. Donc, c'est très recherché par les viticulteurs du département. Et juste pour finir, je voulais vous montrer comment on calcule un gain carbone. Donc, en fait, on simule la croissance d'un peuplement forestier, ici Robinier qui est en vert sur le petit graphique. Donc, il y a des éclaircies, donc ce sont les petites diminutions de volume qui permettent de récolter du produit bois. Donc, on fait une moyenne sur le long terme de ce stock-là, que l'on compare à un scénario de référence. Donc là, ici, c'est le développement d'accru. On simule le gain carbone et on fait la différence des deux moyennes. Donc ça, c'est le gain carbone biomasse, et puis auquel on ajoute un gain carbone du sol et un gain carbone des produits bois. Voilà, moi j'en ai fini pour ma partie. On peut passer au témoignage d'Ethic Dreams qui va nous expliquer pourquoi ils sont arrivés à compenser leurs émissions avec un projet label bas carbone. Merci, Lucie. Michael Borghetti. Oui. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, c'est très bien. Merci d'être présent. Je vous laisse la parole. Une petite dizaine de minutes. Oui, ok, ça marche. Mais bonjour à tous. Donc nous, société Ethic Drinks, on est basé à Bordeaux. On est une entreprise à mission et notre mission, c'est de rendre le monde du vin plus respectueux de l'environnement pour la planète et les consommateurs. Et donc ça passe par des engagements comme la neutralité carbone, la non-utilisation de plastique, travailler avec des vins bio et être partenaire d'ONG. Donc dans toute notre démarche, on vise à réduire notre impact carbone avec les bouteilles les plus allégées possibles, le transport qui roule au bioéthanol et voilà, toute une logistique. On utilise le train, on a signé pour utiliser un bateau à voile pour aller aux États-Unis pour les exports par exemple. Donc voilà, et donc il nous paraissait important de compenser le reste d'émissions carbone qu'on avait, mais on voulait le faire sur le territoire national et pas le faire avec les compensations actuelles qui sont en Amérique du Sud ou beaucoup dans les pays du tiers-monde où même s'il y a des contrôles, on est un peu loin de la réalité. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a été les premiers à mettre en place le label bas carbone en tant que filière vin. Et on voulait aussi le faire avec
un partenaire. Voilà, c'est des vignerons qui ont planté la forêt. Et comme disait Lucie, c'est des arbres qui vont servir qui vont être transformés en piquets de vigne dans 40-50 ans, une fois qu'on aura capté le carbone. Donc la boucle était bouclée. On était très contents de ce partenariat. Ensuite, si vous pouvez passer, voilà, c'est des petites diapos sur ce qu'on fait, nos engagements. Vous pouvez ouvrir votre caméra, ça doit être possible. Ah ouais, mais non, ça m'indique que j'ai pas la main sur ma caméra. C'est vous qui devez le débloquer. Si. Ok. Ouais, ça fonctionne pas, c'est toujours bloqué. Bon, après, c'est pas grave, il y a la diapo, donc c'est peut-être le. Vous pouvez faire diapo suivante. Voilà, bon, ça, c'est les ONG. Donc, voilà, le label bas carbone, pour nous, c'est quelque chose on veut pérenniser. Parce que compenser en France, ça a un intérêt fort. Et nos partenaires, nos clients sont sensibles à cette démarche de compensation en local. Parce qu'au début, quand on disait qu'on allait compenser au Brésil ou ce genre de choses, les gens trouvaient ça un peu incohérent, et je le comprends, par rapport à la démarche. C'est vrai que les émissions sont faites en France, donc il est logique de les compenser ici, même si le bilan carbone, c'est quelque chose de plus global. Donc nous, on réalise notre bilan carbone à travers une entreprise externe qui est certifiée Bicorp, comme nous, et on fait le bilan carbone au scope 3. Voilà, pour ceux qui sont dedans, ça va leur parler, et qui nous permet le label bas carbone nous permet d'avoir des produits neutres en carbone. Voilà, il n'y a pas de certification là-dessus, hein, sachant que les labels bas carbone viennent sur les projets et pas sur les sociétés. Donc ça, c'est aussi la différence avec les projets qu'on a à l'étranger. Une petite nuance qu'il faut expliquer aux clients. Voilà, bon, ça, on peut la passer, une petite diapo qui explique un peu tout où on se fournit en termes de vin. Donc voilà, on fait les vins de toute la France. Et ça explique un peu voilà, toute notre démarche logistique. Ouais. C'est important que la neutralité carbone passe par la réduction carbone avant tout. Ça, c'est un point qu'on a mis en place avec le transport train, transport bioéthanol de nos camions. Donc voilà un peu rapidement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions sur notre expérience de ce label. Voilà, on a gagné le packaging le plus éco-responsable de France l'an dernier par la DELF. Donc voilà à peu près pour Ethic Drinks. Voilà, tous les matériaux sont sélectionnés pour du recyclé, du FSC. Le CNPF doit bien connaître. Donc voilà, on a vraiment une démarche éco-responsable de A à Z, et le label bas carbone fait partie de cette démarche et est important à nos yeux. Merci monsieur. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne les questions juste à la fin. On va garder le temps pour Annabelle et monsieur Péné pour ce témoignage d'agriculteur. Et puis après, on essaie de répondre à toutes les questions qui sont sur la droite, où Lucie, Odeline et autres, vous pouvez aussi commencer à envoyer des réponses écrites. Annabelle, je te laisse le micro. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je suis Annabelle Galide de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, et je m'occupe entre autres des sujets sur le carbone. Voilà, donc vous avez vu au début qu'en agriculture, il y a 6 méthodes aujourd'hui qui sont labellisées par le ministère, dont une principale qui est la méthode Carbone Agri, qui est aujourd'hui la plus développée au sein du secteur agricole en France. Après, il y en a d'autres sur la haie, la plantation des vergers, les grandes cultures, écométhane, et sur une méthode SABAC Éco-TM sur la baisse des intrants. Mais aujourd'hui, là où on a le plus de projets, c'est vraiment sur la première, là, qui est en gras sur la diapositive, notamment via une structure associative qui était associative hier et qui vient de changer, j'en parlerai juste après, France Carbonerie Association, qui est une association nationale et qui a
pour but de faire l'interface entre les acheteurs et les vendeurs de crédits carbone. Donc des entreprises qui voudraient acheter en face des crédits carbone et les agriculteurs qui vendent des crédits carbone. Donc comment ça marche? Là, à l'issue de ma présentation, il y aura un témoignage d'un agriculteur qui est rentré dans cette démarche-là. Donc France Carbone Agri Association a un prix minimum plancher pour les entreprises de 38 € la tonne de carbone achetée, dont 30 € à minima doit revenir à l'agriculteur. Aujourd'hui, on est sur un tarif plus haut, on est autour de 43 € la tonne pour le secteur agricole. Voilà. Et après, ce prix, donc une partie du prix revient à France Carbone Agri Association et une autre partie aux porteurs de projets qui vient déposer des projets en grappe auprès de France Carbone Agri Association. Donc, comme je le disais hier, donc le 3 mars, donc c'est vraiment tout récent, lors du Salon de l'Agriculture, a été annoncé le lancement de l'ASS. En fait, c'est une transformation de France Carbone Agri Association en société, puisqu'il y a énormément de demandes sur le secteur agricole aujourd'hui. Et du coup, ça permettra d'élargir un petit peu les compétences de la société et de rassembler les demandes des agriculteurs via notamment les chambres régionales d'agriculture en région pour toute la France, notamment sur la méthode carbone et la méthode grande culture. Et un autre point, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance, il y a le dispositif Bon Carbone qui est ouvert et un certain nombre de diagnostics pour voir aujourd'hui où est-ce qu'en sont les agriculteurs sur leur impact carbone. Demain, ça sera, rien que pour la Nouvelle-Aquitaine, plus de 300 agriculteurs qui vont avoir des crédits carbone à être financés dans des plans d'action pour réduire leur tonnes sur leur exploitation. Donc, on est en cours. Il faut juste savoir que l'agriculture a un petit peu arrivé après, les méthodes agricoles sont arrivées après les méthodes forestières. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage par rapport à la forêt qui a déjà des projets plus avancés et labellisés et qui est un petit peu plus structuré. Donc, je passe la parole à Iban pour pouvoir puisse donc se présenter. Donc Iban qui est déjà parti dans l'aventure. Donc Iban va se présenter. Et... Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc Iban Pebet, éleveur de vaches laitières à Buchenaris dans le Pays Basque. Donc c'est une exploitation. Changer de diapositive du coup. Oui. Donc c'est voilà. Donc je suis en photo et si d'ailleurs j'en profite, vous voulez avoir plus de renseignements sur ma démarche, mais vous aurez un lien avec une vidéo qui est pas mal faite à la fin de la présentation. Donc vous êtes sur une ferme familiale ici, donc avec du lait de vache, avec des principales productions donc de l'herbe et du maïs pour nourrir les animaux de mon exploitation. Donc du coup, moi je me suis lancé dans ce label déjà de façon personnelle parce que et pour montrer l'apport bénéfique qu'un élevage laitier amène en termes de production. Donc d'après les chiffres, donc je nourris quand même 1800 personnes. En termes d'environnement aussi, notamment avec la production d'herbes et mes pratiques culturelles autour du maïs, mais aussi dans ma SAU j'ai des haies et des bosquets. Et aussi l'impact autour de l'économie locale que peut amener une exploitation laitière comme la mienne. Donc l'évolution de... Alors, on va passer à la diapositive. Non, ouais, attendez, ouais, juste pour dire aussi que l'évolution de... Enfin, je me suis engagé là-dedans en parallèle. J'avais choisi de faire évoluer ma stratégie d'entreprise. Justement pour répondre aux consommateurs de demain. Et ce label-là m'a justement permis de valoriser un peu la progression que je compte faire sur mon exploitation et ainsi vérifier que les changements que je vais apporter à ma structure sont vertueuses et en complément une source de revenus pour financer mon évolution. Donc on peut changer. Donc concrètement sur mon exploitation, ce que j'ai fait, donc via bien entendu le diagnostic CAP2ER donc, qui est développé par Lidl, qui m'a permis de calculer cette fameuse empreinte carbone.
Donc, mes actions concrètes sur le terrain sont, augmenter ma biodiversité sur mon exploitation, donc autour d'une plantation de 300 mètres de haies, sachant que j'en ai déjà. Et ensuite, vu que je fais de la vache laitière, donc c'est travailler aussi autour de l'alimentation de mon troupeau, en notamment diminuant la part de maïs, même si le maïs est une culture très importante pour mon exploitation, ce qui va me permettre de baisser la fertilisation minérale du maïs, qui est très énergivore, et en parallèle, augmenter la qualité d'herbe en qualité et en pratique, notamment en développant le pâturage, qui me permettra de diminuer mes compléments azotés, notamment le soja qui est le plus souvent importé d'Amérique. Donc, en parallèle aussi, travailler sur mes indicateurs d'élevage, notamment autour de la reproduction, améliorer la santé, l'augmentation du rang de lactation, ce qui me permettrait concrètement de baisser le nombre de génisses et ainsi diminuer la quantité de méthane engagé. Donc c'est vraiment une démarche positive, volontaire. C'est ça qui est en tout cas très importante dans cette démarche bas carbone. Et donc avec des résultats à mi-parcours sur mon exploitation. Alors vous aurez une autre diapo. Voilà, donc on a estimé que l'empreinte carbone de mon exploitation à date, lorsque j'ai commencé ce plan, était de 1,29 kg CO2 par litre de lait, alors que la moyenne est à 0,95. Là, à mi-parcours, j'ai déjà fait un petit bilan et du fait de mes bons résultats sur l'alimentation et notamment sur la reproduction, j'ai déjà baissé de 6% les gaz à effet de serre. Et avec l'objectif, du coup, d'arriver à mon empreinte carbone de 1,07 kg par CO2 par litre de lait, ce qui représente, si toutes mes pratiques sont mises à place et tout ce que j'ai prévu sur 5 ans semé, mais ce qui me permettra quand même d'économiser 736 tonnes de carbone, ce qui équivaut à 1400 allers-retours sur Paris-New York. Donc concrètement, c'est clair que c'est une démarche personnelle de moi agriculteur, mais de toute une filière aussi autour de l'élevage. Et en fait, du coup, on vous propose une possibilité de financer ce progrès localement en se tournant vers cette agriculture régénératrice et ainsi créer et partager de la valeur de manière durable et surtout de manière locale. Merci, Iban. Merci beaucoup. Annabelle, tu peux mettre le lien du témoignage là, dans le chat pour que tout le monde puisse aller cliquer dessus aussi, là, tout de suite en direct. Merci oui, pour ces deux exemples des Tech Drinks et de vous, Iban, sur voilà, des entrepreneurs, comment ils peuvent se mobiliser, faire mieux finalement, améliorer leur exploitation, leur entreprise, améliorer leur process, diminuer leur consommation de gaz à effet de serre. C'est assez intéressant. Alors ce que je vous propose, c'est, il nous reste quelques minutes, à la fois reprendre la parole, peut-être Lucie ou Simon. Je vois que vous avez commencé à répondre aux questions qui sont sur la droite. Et est-ce qu'il y avait moi, c'est noté au fur et à mesure. Et si vous voulez, je peux les reprendre. Vas-y. Il y en avait une première, sachant que les dernières, je ne les ai peut-être pas toutes vues, mais on les prendra au fil de l'eau. Donc, le support de présentation. Donc, première question, oui, il sera transféré aux inscrits. Il y a également eu un lien concernant la DGEC sur tout ce qui concerne le label bas carbone. Donc, merci à la personne qui l'a transféré. En effet, sur ce lien au début de la présentation, vous pouvez voir évidemment toutes les informations concernant ce label. Donc, n'hésitez pas à y aller. On avait une question sur les nombres de bâtiments. Pourquoi il n'y a pas plus de projets label bas carbone sur les bâtiments? Donc, mes collègues pourront compléter ma réponse. Il s'agit d'une nouvelle méthode tout récemment déposée
Donc, je pense que c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet déposé sur la méthode bâtiment. Oui, c'est ça, Annabelle. Voilà, également j'ai une question, s'il y a des projets déjà engagés, c'est-à-dire peut-être déjà des propriétaires forestiers qui ont planté ou des agriculteurs qui ont déjà mené des actions, les actions peuvent être-elles labellisées? La réponse est non, puisque le label veut avoir un caractère incitatif sur la mise en place des actions. Mes collègues du CNPF peuvent également peut-être compléter ma réponse. Oui, juste pour compléter, dans le cas où on voudrait engager l'action, donc il faut quand même, voilà, avant d'engager l'action, sans aller monter le projet, on peut juste notifier le ministère de son intention de faire labelliser un projet. Et à partir de cette notification, on peut engager les actions. Mais si les actions ont été faites sans notification, on ne respecte pas le procédé d'additionnalité. Merci Simon. Du coup, il y avait également, donc là, je pense que le CERPAF a répondu concernant le projet de la Gironde sur les 1347 tonnes annuelles. Est-ce que c'est le projet global ou c'était des tonnages annuels de carbone? Oui, c'est ça. Donc, j'ai répondu. Donc, non, ce n'est pas annuel, hein. C'est le tonnage qui est labellisé et donc qui est comptabilisé dans le bilan carbone de l'entreprise. Ce n'est pas annuel. Voilà, donc nous avons également une question autour d'un projet autour de Poitiers. Il n'y avait pas beaucoup de précisions. Voilà, on demandait plus de précisions autour de ce projet, mais il y en a beaucoup. Est-ce que, voilà, je vais pas plus. Est-ce que c'est un projet forestier? Je ne sais pas, moi, je n'avais pas plus de précisions sur cette question. C'est peut-être le projet Lucie, un de ces exemples que tu as présenté. Oui. Alors, je cherche la question. Il y a juste plus de précision sur le projet de Poitiers. Je crois ça. Qui c'était, il me semble. Qui est le porteur? Moi, ce que je sais pas, c'est pas moi qui ai fait labelliser ce projet, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un propriétaire, ça doit être un agriculteur, mais voilà, sans être sûr, le porteur du projet. Non, après, il faut, pour plus d'infos sur le projet, il faut aller sur le site du ministère et trouver le projet qui est mis sur le site, hein. Il y a une page pour chaque projet et il faut télécharger le DDP et là, il y a toutes les informations du projet. Merci. J'espère que la réponse convient. Également, nous avons une question autour de la forêt brûlée. Forêt brûlée, valorisation et additionnalité. On avait une question. Une forêt qui a brûlé ne doit pas être boisée. Où est l'additionnalité? Là, une question plutôt pour mes collègues du secteur forestier. Là, je ne comprends pas bien pourquoi une forêt brûlée ne doit pas être reboisée. Je l'ai plutôt compris dans l'autre sens où justement une forêt doit être reboisée. Donc du coup, où est l'additionnalité de financer un boisement carbone d'une forêt brûlée? D'accord. Peut-être, mais alors il n'y a pas d'obligation en soi de reboiser la forêt. Par contre, laisser faire de la régénération naturelle, voilà, et du coup, elle se reboiserait naturellement. Et c'est là où est l'additionnalité, en fait. Nous, on compare cet état-là, de ce scénario de référence de la régénération naturelle, et on le compare au scénario label bas carbone qui est un boisement avec des essences, voilà, des essences choisies. C'est ça l'additionnalité. Ok, donc nous avons ensuite une question sur Aquitaine Carbone, le lien avec la région. Je crois qu'Odeline, tu as répondu en précisant le... Ah, de la coopérative, je crois, c'était plutôt. Oui, pardon. Ah oui, la coopérative carbone, pardon, excuse-moi. Tout à fait. Donc d'ailleurs Arnaud, si tu es là, si tu veux répondre, n'hésite pas. C'est une SCIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Donc ce n'est pas une entreprise, c'est une initiative locale qui a pour objectif d'être un support, un outil au développement de projets de réduction d'émissions
et de séquestration. Et donc, dans le cadre de ce projet, donc localisé dans l'agglomération de La Rochelle, il y a de nombreux outils qui ont été créés. Et l'état d'esprit de la coopérative, c'est de pouvoir mettre à disposition ces outils pour d'autres porteurs de projets, d'autres territoires, etc. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons monté donc, le projet Carbopolis et cette coopération donc, avec la coopérative Carbone et le CNPF pour travailler ensemble donc, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des projets forestiers. Voilà. Merci Odeline pour les précisions. Également, nous avions une question sur d'autres régions, puisque là, on est en effet dans une initiative régionale. Comment elles avancent sur le sujet? Elles sont, alors pour la forêt, je ne sais pas, mais pour l'agriculture, en tout cas, on est exactement à peu près toutes au même point, avec des plateformes régionales en cours de création pour faire notamment du lien avec France Carbone Agri Association. Pour le secteur forestier, voilà, je sais que le CNPF est l'interlocuteur sur ces sujets, mais vous pouvez préciser peut-être des formes d'organisation. Il y avait même la question à l'échelle européenne aussi, du label de la carbone. Je ne sais pas. Alors pour répondre à la question sur l'échelle européenne, historiquement, le Royaume-Uni a un système de valorisation du carbone forestier, le Woodland Carbon Code. L'Espagne a un système aussi équivalent au label bas carbone. Donc ce sont les 3 initiatives qui existent depuis quelques années. Et en effet, il y a des travaux en cours pour partager, homogénéiser ces initiatives et les étendre à l'échelle européenne. Je ne peux pas vous en dire plus que c'est des travaux en cours et qu'en France, il y a notamment I4CE, l'Institut de l'économie du climat, qui suit ça de près. Ok, merci. Ce qu'on peut faire, il nous reste 5 minutes. On peut prendre je vois il y a une main levée. On peut prendre une question parce que vous êtes nombreux, mais ça va changer un peu d'interlocuteur. Je vois Karnalegen Nona. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Donc Nona Karnalegen, en effet, je suis responsable du service carbone au sein de la coopérative forestière Alliance Forêt-Bois. Donc on est également adhérent à l'association Aquitaine Carbone. Et je me permettais juste une petite intervention puisqu'il y a une question qui était justement sur les autres régions, pour savoir s'il y avait d'autres projets label bas carbone, comment se développer le label bas carbone ailleurs, en effet, qu'en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'était aussi pour apporter une petite réponse là-dessus, pour dire en effet qu'il y a différents acteurs qui réalisent des dossiers label bas carbone. Il y a le CNPF, mais il y en a d'autres. Alliance Forêt-Bois, nous en faisons partie également. On a plus de 60 projets aujourd'hui qui sont déposés en cours d'instruction ou labellisés. Et donc, c'était pour dire qu'en effet, c'est quelque chose qui se développe, pas qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est partout en France, c'est national. Et donc, il y a des projets forestiers qui peuvent se faire partout sur le territoire. C'était juste pour répondre à une des questions qui avait été posée récemment. Merci beaucoup. Je vois une autre main levée. Allez-y, ouvrez votre micro, Emmanuel. Oui, merci. Voilà, je me permets de reposer la question que j'ai mise dans le chat, puisque quel que soit sur de la forêt ou de l'agriculture, un certain nombre de porteurs de projets ou de mandataires commencent à se poser la question comment va se passer l'audit en fin de projet, que vous avez mentionné, les uns et les autres. Et donc, ma question, c'était pour la coopérative. J'ai compris que la coopérative allait se positionner comme mandataire. Est-ce que c'est bien la coopérative qui va choisir justement l'organisme d'audit ? Oui, je pense. Là, j'avoue, j'ai pas la certitude encore puisqu'on n'y est pas encore, mais logiquement, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la coopérative est mandataire, ça c'est clair. Donc, a priori, oui. Je sais pas si Simon ou Lucie, vous avez Oui, je confirme. ça, Dans le label, ce sont les porteurs de projets qui choisissent l'auditeur, et donc lorsqu'il y a un mandataire, c'est le mandataire. Ok, très bien. Je ne me suis pas présenté, je suis de Bureau Veritas Certification, justement. Donc, on travaille déjà sur certains projets pour anticiper les audits qu'il y aura à faire. D'accord, merci. Merci à vous. Merci. J'avais une question que aussi mon collègue Stéphane a posée aussi.
justement, on est une entreprise de service qui veut engager qui a sûrement mesuré ses émissions de gaz à effet de serre, qui veut s'engager dans un projet bas carbone. Donc, en gros, il vous contacte la coopérative carbone, et il feuillette le catalogue des projets pour voir l'adéquation avec son possible investissement. C'est bien comme ça que ça fonctionne pour une entreprise qui voudrait compenser. Tout à fait. Donc, il y a la possibilité, comme vous dites, de feuilleter, de financer une partie d'un projet, voilà, et donc ou de s'allier avec d'autres acteurs pour pouvoir financer en entier un projet si les sommes sont pas forcément ne correspondent pas forcément au budget initial. Et il y a aussi la deuxième possibilité de co-construire un projet ensemble. Donc, si le financeur de l'entreprise a une volonté particulière par rapport à la localisation, au type de projet, etc. Et donc du coup, on va construire ensemble ce projet, aller le chercher et le monter ensemble. La différence, comme je disais, c'est en termes de timing, en quelque sorte. Les projets qui sont déjà sur le catalogue sont déjà prêts, presque prêts. Si c'est un projet qu'on construit, ça prend plus de temps, mais les deux sont possibles. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Et une dernière question. J'avais vu Fabrice, je ne vois pas dans les mains levées la chronologie. Oui, bonjour, Fabrice Roche, Bio-Nouvelle-Aquitaine. Les interlocuteurs des agriculteurs, je suis conseiller en production animale en bio, donc les interlocuteurs privilégiés des agris, des éleveurs, ce sont les chambres d'agriculture, à l'heure où on se parle aujourd'hui, quand il y a des projets de... Oui, à l'heure actuelle, les chambres d'agriculture sont les interlocuteurs sur ce sujet-là. D'accord, avec le seul outil Cap2R, ou est-ce qu'on a d'autres outils qui sont homologués pour faire les bilans carbone et les simulations? Aujourd'hui, nous avons d'autres outils homologués dans nos dispositions auxquels les conseillers sont formés. On a plus de 80 collaborateurs formés aux outils. Donc, principal outil pour l'élevage, c'est un outil qui s'appelle Cap2ER, dont IBAN en a bénéficié. Et nous avons d'autres outils pour les grandes cultures actuellement à nos dispositions, qui est l'outil Carbon Extract. Voilà, il y a plus d'une trentaine de collaborateurs formés. Et après, nous avons, concernant les haies, un outil développé par les chambres qui est en lien avec la méthode sur les haies, qui s'appelle le PGD-SAF. Voilà, c'est des noms un petit peu barbares, mais nous avons plusieurs outils pour labelliser les projets pour le secteur agricole. D'accord, entendu. Et c'est en pleine évolution, et des annonces sont... voilà, des regroupements d'outils sont en cours pour que ça soit plus facile pour notamment des exploitations avec plusieurs ateliers multifilières. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent avoir un petit peu d'ovin, un petit peu de bovin, un peu en atelier grande culture, et pour avoir des diagnostics qui peuvent être faits sur plusieurs filières. Voilà. Bah oui, parce que c'est compliqué dès qu'on a deux productions pour attribuer des émissions à tel élevage, c'est très très complexe, quoi, voire impossible, quoi. Donc d'ici la fin de l'année, les choses vont être mises en place, et les instituts techniques sont à l'œuvre pour que les choses soient plus simples. D'accord, merci beaucoup. Merci. Allez, une toute dernière. Johanna Manteau, main levée. Oui, bonjour, Johanna Manteau, je travaille à la FNAB, je suis chargée de mission climat, donc pour le réseau des bio. J'avais une question sur l'allocation des pourcentages entre donc il y a la tonne de carbone qui est à 38 €, et après on dit qu'une part est reversée à France Carbone Agri et aux autres acteurs partenaires, et après il y a le reste qui revient à l'agriculteur. Est-ce que vous pourriez donner ces pourcentages-là pour savoir à combien l'agriculteur gagne au final? Donc, je l'ai dit, mais peut-être un petit peu vite. France Carbone Agri vend aux entreprises un plancher, 38 € la tonne. Sur ces 38 €, c'est un plancher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt au-dessus, on est plutôt de 43, 45 € même la tonne vendue. Prenons le plancher, donc sur 38 €, il y a 30 € minimum. Et quand l'agriculteur s'engage, il s'engage sur ce prix-là, c'est 30 € minimum qui revient à l'agriculteur. Ensuite, on a
3 € pour France Carbone Agri Association et 5 € pour la structure qui a amené un portefeuille d'agriculteurs à l'appel à projet. Que pour France Carbone Agri Association fonctionne par appel à projet et pour pouvoir candidater, il faut quand même, on va dire, un portefeuille d'agriculteurs assez important, enfin des tonnes en fait, un nombre de tonnes suffisant pour répondre à l'appel à projet. Donc il y a des projets en grappe et notamment les chambres départementales d'agriculture peuvent y répondre à ces appels à projets en amenant un certain nombre d'agriculteurs. Voilà, donc il y a 5 € pour ces structures qui rassemblent, etc., et qui derrière redescendent. Merci. Voilà. Merci. Écoutez, on a atteint l'heure fatidique de fin de ce webinaire. Donc, comme convenu, vous recevrez de toute façon ces supports par retour par mail. Merci à tous les intervenants, toutes les intervenantes et aux témoignages de nos 2 entrepreneurs qui ont bien illustré tout cela. Merci à tous et puis bonne continuation. Merci au beaucoup, revoir. très intéressant.